Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Voici une nouvelle page de culture. Voici votre nouvelle page de culture. Au XVIe siècle, l'affaire Martin-Guerre va défrayer la chronique. Tout commence dans le petit village basque Artiga, petit village qui paraît bien paisible. Martin-Guerre vit heureux avec sa femme qui répond au magnifique prénom de Bertrande. Ils se sont épousés très jeunes. Lui avait 14 ans, elle en avait seulement 12. Cela ne les a pas empêchés d'avoir un fils. Tout bascule en 1548. Martin a 24 ans. Il est accusé de vol de grain envers son père. Dans le Pays basque, c'est un crime considéré comme grave. Martin est-il coupable ou innocent? Peu nous en faut dans cette étude, car ce sont uniquement les conséquences de cette accusation qui nous intéressent ici. En effet, Martin décide de quitter Artiga, sa femme, son fils, sa famille. On n'entend plus parler de lui pendant 8 ans. Jusqu'à ce beau jour d'été en 1556 où un homme prétendant être Martin-Guerre débarque à Artiga. Coup de chance pour lui. Sa femme ne s'est pas remariée. À vrai dire, Bertrande est circonspecte. Elle a du mal à le reconnaître. C'est aussi le cas de Pierre Guerre, son oncle, et de ses 4 frères. On lui pose alors des questions, mais cet homme passe son interrogatoire avec succès. Il connaît de nombreux détails sur sa vie passée, détails que seul Martin pouvait connaître. Bertrande est rassurée. En 8 ans, pense-t-elle, on peut changer. D'autant qu'elle retrouve un homme dans son foyer pour l'aider à s'occuper de son fils, que Martin témoigne d'une grande gentillesse, qu'il s'occupe très bien de sa famille et qu'en plus, il se montre habile commerçant. De quoi se plaindre? Tout se passe donc pour le mieux durant 3 ans. 2 petites filles naissent. La famille est heureuse. Martin réclame l'héritage de son père qui est mort durant son absence. Mais il se heurte alors à son oncle, Pierre Guerre, qui était l'administrateur de ses biens en son absence. Martin entame même des poursuites judiciaires. Pierre Guerre commence alors à avoir des soupçons. Attention, Pierre Guerre n'est pas seulement l'oncle de Martin, ce serait trop simple. Il est aussi son beau-père, en effet. Il s'est marié avec la mère de Martin quand cette dernière a perdu son mari. Pierre parle à Bertrande de ses soupçons. Le changement physique, le fait qu'il ne pratique plus l'escrime alors qu'il s'agissait d'une grande passion. Néanmoins, Pierre ne convainc pas Bertrande. Dès lors, la famille se divise. Devant le refus de sa nièce, Pierre envisage carrément d'assassiner Martin. Il demande à un certain Jean Lose de se charger de la basse besogne. Celui-ci réfléchit, pense au gibet de Montfaucon et conclut que le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle. Après tout, Bertrande n'est-elle pas heureuse? N'est-elle pas la mieux placée pour affirmer que ce Martin-Guerre n'est pas un imposteur? Comment tromper une femme sur l'identité de son mari, surtout un homme qu'elle a connu une dizaine d'années? Pierre Guerre attend donc toujours l'occasion de confondre celui qu'il pense être un imposteur. En 1559, passe dans le village d'Artiga un soldat démobilisé qui a vent de cette histoire. Il prétend bien connaître Martin-Guerre. Il prétend qu'il était son compagnon d'armes, mais il ne reconnaît pas cet homme qui prétend être le vrai Martin. Surtout, il donne une précision troublante. Martin aurait perdu une jambe lors du siège de Saint-Quentin. Comme il est peu probable que sa jambe ait repoussé dans l'intervalle, les soupçons deviennent de plus en plus précis. Quelque temps plus tard, nouveau rebondissement. Martin-Guerre est accusé d'incendie volontaire par le seigneur de Lannoy, qui ajoute au chef d'inculpation celui d'usurpation d'identité. Bertrande défend toujours son mari bec et ongles, et Martin-Guerre est acquitté. 1560. Un homme reconnaît ce soi-disant Martin-Guerre comme étant
Arnaud Dutil, un homme à la réputation plus qu'interlope. Cette fois, Pierre pense avoir matière à lancer un procès pour prouver la supercherie. Bertrande s'associe à la plainte. Probablement a-t-elle subi l'influence de sa famille. Cependant, Bertrande n'arrive pas à accabler le prétendu Martin. Il faut entendre ce dernier proclamer d'un ton théâtral devant les juges: Bertrande, si tu es prête à jurer que je ne suis pas ton mari, j'accepte mon exécution. Bertrande reste silencieuse. Qui ne dit mot ne consent pas toujours. Les juges questionnent séparément les deux époux sur leur vie d'avant 1548, c'est-à-dire avant le départ de Martin. Les témoignages concordent parfaitement. Les 4 sœurs de Martin disent qu'il s'agit bien du frère. C'est un témoignage de foi. Elles le connaissent depuis leur naissance. Mais d'autres le reconnaissent comme étant Arnaud Dutil. En tout, pas moins de 150 témoins défileront. Les avis divergent néanmoins. Les juges prennent leur décision. Ils déclarent Martin Guerre coupable d'usurpation d'identité et il est condamné à mort. Martin Guerre ne s'avoue pas vaincu pour autant. Il fait appel auprès du Parlement de Toulouse. L'un des juges qui s'occupe de l'affaire est Jean de Coras. Martin parle très bien. Il plaide sa cause avec sang-froid. Il plaide sa cause avec brio. La masse de témoignages n'apporte pas de preuves véritables d'une quelconque imposture. Pierre Guerre n'a-t-il pas porté ses accusations par vengeance après leur altercation au sujet de l'héritage? Surtout, Jean de Coras sera impressionné par Bertrande, par sa moralité. L'amour qu'elle éprouve pour l'accusé sont autant de facteurs qui plaident en faveur de Martin Guerre. Jean de Coras va donc rendre son verdict, mais il veut que son triomphe soit total. Il convie alors les plus grands juristes. Même Michel de Montaigne est présent. Jean de Coras proclame alors les accusations d'imposture à l'encontre de Martin Guerre infondées. Pour lui, cet homme mis en accusation est le vrai, le seul, l'unique Martin Guerre. Coup de théâtre. À l'instant où le verdict est rendu, un homme avec une jambe de bois apparaît dans le tribunal. Cet homme, c'est Martin Guerre. En le voyant, Bertrande fond en larmes et s'agenouille devant lui en adjurant son pardon. Elle le reconnaît immédiatement comme étant son authentique mari. L'imposteur, Arnaud Dutil, est cette fois obligé d'avouer. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que l'affaire avait fait tant de bruit que le vrai Martin Guerre en avait ouï parler dès lors. Il voulut confondre l'imposteur qui usurpait son identité et son lit. Arnaud Dutil fut alors condamné à la pendaison pour adultère, captation d'héritage et forfaiture. La potence est dressée à Argila, devant le domicile de Martin Guerre, comme pour abjurer l'offense. Le condamné doit faire amende honorable. Il est promené par tout le village, pieds nus, corde au cou, en chemise de pénitent. Il demande pardon au roi, à la cour, à Bertrande et à Martin Guerre, évidemment. Mais avant sa mise à mort, Arnaud Dutil, puisque c'est bien de lui qu'il s'agit, a une ultime requête. Il demande au vrai Martin Guerre de respecter sa femme, de ne pas lui en vouloir. Peine perdue. Martin ne pardonnera pas à Bertrand de ne pas s'être rendu compte de l'imposture. Jean Dutil, Arnaud Dutil, sera pendu le 16 septembre 1560. Mais il reste des questions en suspens. La première. Qu'est devenu Jean de Coras? Celui-là même qui s'est fourvoyé en clamant l'innocence d'Arnaud Dutil, se ridiculisant en public. Eh bien, le pauvre, brigué à un mandat de député aux États généraux. À la suite de cette affaire, il n'osera même pas se présenter à l'élection. Deuxième question. Comment Bertrande ne s'est-elle pas rendu compte qu'il y avait erreur sur la personne? Le verdict qui acquitta Bertrande nous donne un début d'explication.
Je le traduis ici en français actuel. Il explique que Bertrande fut victime de la faiblesse de son sexe, facile à être trompée par l'astuce de l'homme. Sympa pour vous, mesdames. Le juge ajoute que la grande similitude entre Arnaud Dutil et Martin Guerre peut excuser son erreur et que, si faute il y a, elle est plutôt à imputer à Martin Guerre, qui a quitté le domicile familial pendant tant d'années, plutôt qu'à une jeune femme se retrouvant seule à élever son enfant, enfin, parce qu'elle n'était pas la seule à s'être abusée. Les 4 sœurs de Martin étaient dans le même cas, de plus. Elle était mue par l'envie de voir et recouvrer son mari. Oui, oui, il y a du vrai dans ce verdict, mais on peut se demander si Bertrande, victime du départ de son mari, n'a pas voulu se persuader que ce mari idéal était bien le sien, même si, au fond, elle n'était peut-être pas si dupe que cela. Troisième question. Comment Arnaud Dutil connaissait-il autant de détails sur la vie de Martin Guerre? Un jour, en traversant un village, 2 hommes le prirent pour Martin Guerre. Il ne les détrompa pas et recueillit beaucoup d'informations sur Martin, puis il eut l'idée de prendre sa place. Maintenant, il faut reconnaître à Martin un certain talent d'acteur car il a excellemment joué son rôle de composition. On peut se demander si Bertrand n'était pas pleinement complice de l'imposture. Satisfaite de ce mari tombé du ciel, n'avait-elle pas instruit Arnaud Dutil des anecdotes, des histoires intimes du couple pour que les interrogatoires parussent plus crédibles? Dernière question. Dernière question et non des moindres. Où était Martin pendant tout ce temps? Pour se faire oublier, Martin avait franchi la frontière et s'était réfugié en Espagne où il avait servi de laquais au cardinal de Burgos. Puis, il s'engage dans l'armée et se retrouve au siège de Saint-Quentin en 1557 où il perd sa jambe. La suite, on la connaît. Martin Guerre entend parler de l'affaire qui porte son nom et viendra confondre l'usurpateur. Étonnante histoire. On peut se poser une ultime question. Pourquoi Arnaud Dutil eut-il cette singulière idée de prendre une place qui n'était pas la sienne? La réponse se trouve peut-être dans le merveilleux film d'Étienne Châtillier, Le bonheur est dans le pré, dans lequel Francis Berjade, joué par l'excellentissime Michel Serrault, est pris pour quelqu'un d'autre. Au début, il nie être celui pour qui on le prend, mais il se laisse ensuite porter ou emporter par une histoire qui le dépasse et finalement se trouve très heureux dans cette nouvelle vie. Idem pour sa femme d'emprunt, Dolores, jouée par Carmen Maura. Elle sait que Michel Serrault est un imposteur, mais ne dit rien, car il est gentil. Que la présence d'un homme à la maison lui manquait, pour elle-même, bien sûr, mais aussi pour élever ses 2 filles. Nous retrouvons ici tous les éléments de notre histoire et comprenons peut-être mieux les motivations d'Arnaud, tout comme celles de Bertrand. Je préciserai pour ceux qui ont aimé cette histoire qu'un film existe sur cette affaire, l'excellent film de Daniel Vigne, Le retour de Martin Guerre, sorti en 1982 avec l'inévitable Gérard Depardieu ainsi que Nathalie Baye. Il me reste à vous poser une question, mesdames. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Bertrand? Ceci est une autre histoire. Merci de votre attention et à très bientôt.